Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de l'Échiquier international, ce nouveau numéro avec un nouveau sujet, bien sûr. Cap aujourd'hui pour ne pas oublier à Raza. Raza, qui donc c'est la conclave où rien ne va plus, coupé du monde et plongé dans les abîmes de la mort, une chute vertigineuse vers un autre monde, Raza sans eau, sans électricité, sans gaz et sans nourriture, agonise. Non, vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs, cela se passe à quelques encablures seulement de chez nous, dans le ventre du monde dit moderne et civil, mais qui pourtant sait si bien fermer les yeux lorsqu'il s'agit de Raza et des Palestiniens. Cela se passe au XXIe siècle. Il existe encore, hélas, un peuple qui meurt plutôt de faim et qu'on affame sans que cela n'offusque les ténors de la liberté et de la démocratie. L'ONU vient donc d'annoncer la réduction de son personnel à Raza après les attaques sionistes ayant visé son complexe à Deir el-Balah. Est-ce le but de l'entité sioniste, soit son objectif? A-t-elle été atteint? Et qu'en sera-t-il pour les Palestiniens? C'est tout cela qu'on va voir aujourd'hui, ou du moins tenter d'apporter quelques réponses avec nos invités de ce soir. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos invités. Didier Meistou, éditorialiste français. Vous êtes également l'ancien patron de Sud Radio et rédacteur en chef à Lucia Today. Didier Meistou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Nous retrouvons également Dominique Cochin, avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient, qui va nous rejoindre, et Tahani Taoufir, présidente de l'association France-Palestine Solidarité. Mesdames et messieurs, donc le débat commence aujourd'hui. Pour commencer avec vous, Taoufir Tahani, alors finalement, l'ONU décide de réduire son personnel qui est actif à Raza après l'attaque du complexe de l'ONU à Deir el-Balah qui a fait 6 morts, des personnalités imminentes de l'ONU. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement le moment est inapproprié? Écoutez, oui, le moment est inapproprié, je dirais même depuis le début de l'offensive israélienne le 8 octobre, le 7 octobre. Mais l'ONU n'est pas aidée par les États membres. Quand il y a eu cette attaque, il y a eu un mort c'est un Bulgare, et puis il y a eu des blessés, dont 2 Français, puis un Moldave, un de la Macédoine, etc. Est-ce qu'on a entendu des protestations fortes de la part de la communauté internationale et de la part des pays qui sont concernés? Non, pas du tout. Et donc, Antonio Guterres ou la direction de l'ONU, elle a également la responsabilité de protéger les gens qui travaillent pour l'ONU, notamment dans ces endroits où ils sont ciblés. Israël, elle veut effectivement, elle veut mettre un terme à la présence de l'ONU à Gaza, en Cisjordanie d'ailleurs. De toutes les façons, pratiquement tout le staff de l'ONU a été expulsé, plus particulièrement de Jérusalem. Et donc, est-ce qu'elle a atteint son but? Tout dépend de ce que va faire la communauté internationale qui après aura la responsabilité soit de résoudre ce problème, soit d'endosser complètement l'avis de partenaires du génocide qui est opéré à Gaza. Eh ben justement, Didier Meistou, comment... Oui, Monsieur Tahani? Oui, oui. Oui, voilà, très bien. Alors, Didier Meistou, comment faut-il expliquer justement ce retrait? C'est vrai que lorsqu'on commence carrément à cibler des complexes de l'ONU qui sont censés être protégés dans des conflits et des guerres comme celle-là, même si c'est un génocide contre les Palestiniens, ce n'est pas réellement une guerre parce qu'il n'y a pas d'armée opposée.
Didier Mestou, alors que faut-il en penser? Est-ce que finalement, en se retirant, ou cette décision de retirer ou de réduire, parce qu'on va dire les choses ainsi, de réduire le personnel, finalement, a été l'objectif tout voulu, tout souhaité par l'entité sioniste? Vous savez, dès le 7 octobre, quand il y avait déjà des débats en France, et un certain nombre de politiques s'étaient engagés sur la voie du respect du droit international, j'avais dit que le droit international, c'était pas grand-chose, malheureusement. Une politesse quand on avait gagné la guerre. Si vous voulez, à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, il y a eu combien de résolutions votées pour condamner Israël? Combien, année après année, de résolutions? Des dizaines. Elles n'ont jamais été suivies d'effet. Et dès lors que vous avez les principaux pays, et notamment M. Trump aujourd'hui avec les États-Unis, qui fait comprendre à toute la communauté internationale, je ne sais pas trop, mais mettons qu'il y ait une communauté internationale, disons un ensemble de pays, je ne suis pas sûr que ce soit une communauté malheureusement, mais il fait comprendre que le soutien sera inconditionnel. Ce qu'a dit aussi la présidente de l'Assemblée nationale française, et vous avez tous les médias français qui, bien sûr, sous la pression, disent oui, on condamne le terrorisme, mais quand même, Israël est dans son droit, personne ne veut parler de ce qui se passe. Et bien donc, l'ONU n'est que l'instrument de la faiblesse des États, l'outil, le réceptacle de la faiblesse des États, n'a pas de moyens spécifiques, et dès lors qu'elle ne peut faire autre chose que de se retirer, et oui, je réponds à votre question, votre deuxième question également, c'est une politique de la terreur qui vise effectivement à faire retirer tous les humanitaires, tous les observateurs, tirer sur les hôpitaux, tirer sur les ambulances, tirer sur les convois humanitaires, tirer sur les lieux qui sont bien connus des belligérants, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un char israélien qui a tiré sur ce lieu qui est absolument connu par tout le monde. On voit bien là que l'ONU est bien démunie et fait ce qu'elle peut, l'Organisation des Nations Unies. Le problème, c'est bien les États qui la composent. Oui, très bien, Didier Meistou. Pour revenir vers vous, Taoufir Tahani, est-ce que finalement l'objectif, comme je le disais, de l'entité sioniste, à savoir chasser les humanitaires, tuer et cibler les journalistes, atteindre les hôpitaux, bombarder les écoles, n'est pas justement atteint à partir du moment où on fait le vide autour de Gaza et des Palestiniens et on contraint tout le monde au silence? Non, ça, on le sait depuis le début, depuis le 8 octobre. Israël, elle ne voulait pas de témoins. Donc, dans un premier temps, ils ont interdit à toute la presse internationale d'accéder à Gaza. Mais il y avait quand même des journalistes gazaouis qui faisaient et qui font toujours un travail remarquable. Et puis, il y avait également les humanitaires qui étaient là, qui essaient quand même d'aider un petit peu les Palestiniens. Et puis, il y a également l'administration palestinienne qui essayait quand même de travailler un petit peu entre deux bombardements pour venir en aide à la population de Gaza. D'ailleurs, les récents bombardements, le début de la poursuite de ce génocide, les personnes qui ont été ciblées, c'était les cadres administratifs de Gaza, qui ne sont pas des cadres de Hamas, comme véhiculés par certains médias, mais les cadres administratifs de Gaza, ceux qui font travailler les municipalités, ramassage d'ordures, les questions de l'eau, les questions de préparer l'électricité, etc. Donc, ils étaient visés. Et puis, il y a les humanitaires. On a vu que ce n'est pas le premier de l'ONU qui ont été tués. Déjà, de toute façon, plusieurs cadres de l'UNRWA ont été assassinés, mais également des associations, des ONG internationales, des ONG même américaines qui préparaient de la nourriture, un peu de nourriture pour les Gazaouis, qui avaient été ciblés. Et puis, on savait que c'était ciblé volontairement parce qu'ils étaient dans leurs camionnettes ou leurs véhicules qui étaient estampés de la marque de leur ONG. Donc oui, Israël elle a un objectif précis qui est le nettoyage ethnique absolu de Gaza. Et puis donc, il faut se débarrasser des témoins. Donc, il ne faut plus qu'il y ait des gens des étrangers déjà, des gens de l'ONU, les ONG internationales, il faut qu'ils partent, il faut qu'il y ait
et puis tuer les journalistes. On a vu ce qu'ils ont fait avant-hier à deux jeunes journalistes brillants qui faisaient un travail remarquable. Donc, ils étaient visés palestiniens, oui, dont Hossam Chabat, qui est un jeune, qui est formidable, qui a fait très, très bon travail et qui se savait menacé. D'ailleurs, il avait laissé une lettre pour écrire un petit peu son ressenti face à la mort qu'il voyait s'approcher. Donc, tout ceci, le but, c'est quoi? C'est aller vers un nettoyage ethnique pur et simple. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'ils ont contacté l'Indonésie pour envoyer un test, pour tester un petit peu le nettoyage ethnique en s'appuyant sur l'Indonésie, en envoyant une centaine de Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils frappent à toutes les portes pour vider Gaza de sa population. Donc, nous savons, est-ce qu'ils ont atteint cet objectif? Non, j'espère que non. J'espère qu'il y a encore une conscience humaine au niveau international qui va se réveiller pour dire qu'on ne peut pas être complice de ce génocide. Il y a quelques petites timides condamnations de la part d'un certain nombre de pays occidentaux. Oui. C'est loin d'être suffisant, mais il faut maintenant qu'ils sachent que soit ils forcent la main à Israël en faisant la menace de sanctions et donc d'arrêter ce carnage, ou bien ils signent vraiment le fait qu'ils sont complices et partenaires de ce génocide et pas uniquement des pays qui ferment les yeux. Là, oui. Nous sommes devant vraiment cette heure de vérité. Oui. C'est aux dirigeants de ces pays de nous dire ce qu'ils comptent faire. Oui, très bien. Dominique Cochin, on va vers vous. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient. Dominique Cochin, c'est vrai que l'ONU a décidé de réduire d'un tiers son personnel après l'attaque sioniste, juste après la rupture du jeûne à Gaza. Aujourd'hui, on a vu quand même la réaction de Stéphane Dujarric, le secrétaire d'Antonio Guterres, qui a dénoncé et qui a déjà expliqué que ça ne pouvait pas être une erreur, étant donné que l'endroit ou le complexe de l'ONU était très connu donc par les autorités de l'entité sioniste, si vous voulez, et donc que l'hypothèse d'une erreur était de plus en plus faible. Mais ce qui étonne, c'est que, je vais reprendre d'ailleurs son propos, qu'il était connu, donc il disait, et que toutes les parties au conflit sont tenues, en vertu du droit international, de protéger l'inviolabilité absolue des locaux de l'ONU. Pourquoi cette hésitation à condamner directement l'entité sioniste au lieu de toujours vouloir mettre deux parties à égalité, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas deux parties, il y a une seule partie qui bombarde. Dans un contexte très, très largement politique. C'est certain, Israël a démarré en indiquant qu'il n'avait pas d'opération militaire dans cette zone géographique et que ce n'étaient pas eux les responsables et que bien entendu ils allaient enquêter. Le directeur de l'ONU a demandé de son côté qu'il y ait une enquête approfondie et indépendante. On sait qu'il n'y aura pas d'enquête indépendante. On sait que les enquêteurs ne sont pas autorisés à rentrer dans la bande de Gaza et on sait que la seule enquête qui sera menée, qui constituera très certainement davantage en une destruction de preuves, va émaner des autorités israéliennes. Alors, pourquoi ces propos? Eh bien, parce que on est dans une démarche exclusivement politique, avec ce besoin de ménager Israël et surtout son allié américain, qui a un droit de veto, donc il ne faut pas le contrarier. La réalité aujourd'hui, et comme vous l'avez à juste titre relevé, c'est pas seulement qu'on savait qu'il y avait ces locaux à cet endroit-là, que tout le monde le savait bien évidemment, mais aussi que c'est un endroit qui n'a rien de stratégique parce qu'il n'y a pas d'autres bâtiments autour qui pourraient avoir été visés et qui justifieraient une quelconque erreur. Donc, à mon sens, ce qu'il faut retenir, au-delà effectivement de cette grande diplomatie dans les mots,
c'est l'absence de condamnation. Je veux dire, l'une des victimes gravement blessée, qui, je crois, a perdu un œil et au moins une jambe, est française. La position de la France est des plus modérées, voire même de la pire mauvaise foi, puisque j'ai entendu qu'a priori, on contesterait peut-être, on n'est pas certain que ce soit une implication israélienne. Bien, et voire même dans la mesure où dans ces personnels de l'ONU, il y avait un certain nombre de personnels, parmi les victimes notamment, qui étaient en charge du désamorçage, des travaux de désamorçage de bombes qui n'avaient pas explosé. On voudrait presque nous laisser croire qu'ils ramenaient du travail à la maison. Tout ça n'est pas sérieux. Et ça montre là encore, et malheureusement, la complicité qui va jusqu'à couvrir des crimes qui visent nos propres ressortissants. Oui, justement, c'est... Oui. Allez-y. Allez-y. Non, je vous laissais... C'est ça que je disais donc, Maître Cochin, que finalement, il y a très peu de voix occidentales qui dénoncent d'abord cette attaque contre le complexe de l'ONU, qui dénoncent le fait que 6 membres de cette délégation aient perdu la vie. Et qui dénoncent, qui ne veulent pas non plus dénoncer l'antitétionnisme. Donc il y a un manque de courage flagrant, Didier Mestou, qui pourrait s'expliquer de quelle manière finalement? Qui s'explique finalement par l'histoire d'Israël et par le fait que la Palestine, dans la communauté internationale, même si j'aime pas bien ce mot, tout le monde s'en moque un peu. Et c'est ça qui est terrible. La cause palestinienne, ma foi, on en a parlé. C'est pour ça aussi que le Hamas, d'une certaine manière, l'a remise au centre de l'actualité mondiale. Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une indignation normale quand il y a eu le 7 octobre, même s'il faudrait expliquer avant. Mais bon, un acte terroriste, c'est un acte terroriste. C'était effroyable et on pouvait comprendre une riposte, la sidération. Bon, aujourd'hui, d'après les meilleures études et tous les spécialistes sur le terrain, on est de 1 à 40 dans la riposte. Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase du 7 octobre. Il y a eu, ensuite, on nous dit, on va déplacer les populations parce qu'on est l'armée la plus morale du monde. Après, il y a eu l'histoire de, on ne va pas toucher les humanitaires et les hôpitaux parce qu'on est l'armée la plus morale du monde. Oui. Après, ils ont dit, on ne va pas toucher les femmes et les enfants. Ce qui compte pour nous, c'est d'aller chercher les terroristes dans les tunnels, parce que dans les hôpitaux, sous les hôpitaux et sous tous les édifices publics et officiels, il y a toute une galerie avec évidemment des bunkers et tous les gens du Hamas. Bon, très bien. Et chaque fois, on nous a raconté une histoire. Et Rafovitz, le porte-parole, il s'exprime souvent à la télévision, le porte-parole de Tsahal, de l'armée israélienne, nous explique que chaque fois, il déjoue un piège et qu'il y a chaque fois un nouveau 7 octobre. Mais il n'y a plus rien à Gaza. Il y a 75% des bâtiments qui sont rasés. Il y a des dizaines de milliers de morts de femmes et d'enfants. Il y a pratiquement plus de forces en présence. Oui, c'est une épuration ethnique. Oui, tout le monde est lâche dans cette affaire et personne n'ose dire quelque chose. Et finalement, quand même Trump a dit, en parlant avec toute la provocation dont il est capable, et dont sont capables plus largement les Américains, en disant je vais faire un complexe hôtelier, une station balnéaire, on pouvait le prendre d'une certaine manière comme, bon, c'est une manière un peu de bomber le torse, mais d'arrêter la guerre. Et on voit bien qu'il n'en est rien. Jusqu'où va-t-on aller? Les Israéliens ont déjà tout rasé. Il n'y a pratiquement plus un vivant, il n'y a plus rien qui tienne debout à Gaza. Jusqu'où va-t-on aller? C'est la question qui se pose. Et de quoi sert encore l'Organisation des Nations Unies? À rien. Oui. À rien. Merci Didier. Tawfiq Tahani, comme disait tout à l'heure Maître Cochin,
En fait, ce qui est désolant ou étonnant, la réaction, il n'y a pas de réaction, justement, il n'y a pas de réaction de condamnation, il n'y a pas de réaction qui dénonce ce qui s'est passé, parce qu'on s'est habitué quand même qu'il n'y ait pas de condamnation lorsque les raids sont ou tombent contre les Palestiniens. Cette fois-ci, c'est le personnel de l'ONU. Et bien sûr, si vous voulez, la réaction même du secrétaire général de l'ONU n'est pas vraiment à la hauteur de ce crime. Le problème, c'est que si on décide, Taoufir Tahani, de quitter les lieux, et je parle des instances et des institutions internationales. Si à chaque fois qu'il y a raid ou bombardement, on décide de quitter les lieux, c'est carrément faire le jeu de l'entité sioniste, à savoir les laisser encore sévir dans un territoire assez limité. Oui, non, mais j'aimerais bien que l'ONU non seulement reste, mais qu'elle renforce sa présence là-bas sur place, que l'UNRWA continue de travailler. Mais la responsabilité de qui est posée là quand il y a plus la sécurité pour les employés de l'ONU et de l'UNRWA, c'est, comme ça a été rappelé par les deux autres invités, c'est la responsabilité des États. Les États qui ne font rien. Imaginons là, avant le premier cessez-le-feu, il a eu lieu parce qu'il y a eu un accord. Donc, il fallait qu'il y ait une phase 1. Donc, ça a été respecté à la lettre par la partie palestinienne. Des tergiversations côté israélien qui ont continué à bombarder épisodiquement et à tuer des Palestiniens. Et il fallait passer à la phase 2. La phase 2, avec laquelle Israël était d'accord, parce qu'il avait signé un accord sous l'égide de l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est d'accord. Et au milieu, donc, ils voulaient changer la règle du jeu. Non, on passe plus à la phase 2, donc nous exigeons tel ou tel truc, etc., etc. En fait, nous sommes devant une situation qui est quand même inédite. Que demande la partie palestinienne? Parce que là, il faut le répéter à tout le monde pour que les gens comprennent. La partie palestinienne, elle dit, nous libérons tous les otages et en contrepartie, donc, les Israéliens, ils quittent Gaza, tout le territoire de Gaza, et puis ils libèrent des prisonniers palestiniens. La partie israélienne, qu'est-ce qu'elle dit? Vous libérez les otages, on transfère les Palestiniens, mais avant, on va les affamer, on va leur couper l'électricité, et on va écraser le Hamas, et puis on veut tout. Et donc, on voit bien que la partie qui n'est absolument pas du tout raisonnable, c'est la partie israélienne. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'anéantissement de toute une population. Donc déjà, ça n'a pas poussé les pays occidentaux à se rébeller contre cette violation d'un accord déjà signé. Oui. Et s'en est suivi après, juste pour après, c'est donc, et là ils l'annoncent et ils le font. Ils disent bon voilà, blocus à Gaza, plus d'aide, rien de ce qui est humanitaire ne va transiter à Gaza, c'est-à-dire rien, ni depuis l'Égypte, ni depuis Israël. C'est pas Israël qui fournit l'aide humanitaire, il n'a jamais fourni quoi que ce soit à Gaza. Ce sont les ONG internationales et l'ONU. Donc, oui. Rien ne rentre à Gaza, puis après, on coupe l'électricité, et tout ceci pendant le mois du Ramadan, et puis on bombarde d'une façon extrêmement intensive, indiscriminée, et tout ceci, ça n'a pas ému cette communauté internationale. Apparemment, oui. Mais, pour ne pas finir sur un... Il y a quand même les manifestations qui continuent, malgré toute la répression, malgré le chantage, malgré tout ça. Il y a une opinion internationale qui est mobilisée, qui continue de manifester. Ici, je vous assure qu'en France, il y a des manifestations partout, dans toutes les villes, tous les jours, tous les week-ends, etc., des réunions publiques, des manifestations. Très bien, M. Tahani. Pour dire que la question palestinienne reste une question centrale.
Oui, très bien, Monsieur Tahani. L'idée est vraiment passée, le message est passé également. Maître Cochin, pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, finalement, est-ce que vous pensez que le fait de cibler des instances onusiennes, de cibler des hôpitaux, des humanitaires, parce que c'est tout ce qui reste finalement à Gaza, tout le reste ne qu'est décombre, est-ce que vous pensez que c'est un avertissement de l'entité sioniste pour que tout le monde quitte les lieux? Bah, c'est pire qu'un avertissement. Ça va au-delà de l'avertissement parce que c'est la mise en œuvre de l'expulsion. L'avertissement, ça ne serait pas assassiner les gens comme on le fait, ça ne serait pas détruire les hôpitaux. C'est la mise en œuvre. Et c'est aussi un test plus qu'un avertissement, un test à l'égard de l'Occident, puisque ça c'est une méthode typique israélienne depuis des années, c'est de tenter, et si ça passe, la fois d'après on met la barre un peu plus haut, et si ça passe encore, la fois d'après on met encore un peu plus haut. Et pour l'instant, malheureusement, le constat c'est que vis-à-vis de l'Occident, tout passe. Oui. Et à un moment, il faut vraiment faire pression à tous les niveaux sur nos autorités en Occident, mais aussi dans tous les pays du monde, pour exiger de l'exécutif que ça ne passe pas, et exiger des exécutifs aussi qu'ils mettent en œuvre ce qui est parfois voté par les assemblées, comme en France la reconnaissance de l'État palestinien, ou en Europe la suspension des accords avec Israël. Parce que moi, le fait de s'offusquer ou voire de condamner quelque part, ça me laisse totalement indifférente et ça laisse Israël totalement indifférente. Ce qu'il faut, c'est pas des condamnations, ce sont des sanctions. Merci. Et des sanctions véritables. Merci beaucoup, Maître Cochin. Dominique, je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris, présidente de l'association des avocats pour la justice au Proche-Orient. Était avec nous également Didier Meistou, éditorialiste français, ex-patron de Sud Radio, rédacteur en chef, ancien rédacteur en chef à Russia Today, et puis Tawfiq Tahani, président de l'association France-Palestine Solidarité, basée à Paris. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Demain est un autre jour, on se retrouvera certainement pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.